Les pistonnés, ce générique magnifique, cette musique que l'on aime tant, et on est de retour comme chaque mercredi après chaque week-end de Grand Prix pour parler Formule 1, le talk de la F1 bien sûr imaginé et créé par la First Team Sport que vous retrouvez et que vous plébiscitez bien sûr semaine après semaine. Et cette semaine, eh bien, on termine un triple week-end bien sûr de Formule 1. On va tout de suite se retourner vers notre plateau et les pistonnés qui vont nous accueillir aujourd'hui, dont Monsieur Brice Germain qui est un peu triste. Je te sens un peu triste aujourd'hui là. Qu'est-ce qui se passe ? Ah bah, t'as vu la course de dimanche ? Oui, bah ça, oui. Bon bah voilà. On va en reparler. T'as raison. Monsieur Hamza Ramani est avec nous aussi. Comment ça va, Hamza ? Ça va très bien et toi ? Super, impeccable, comme chaque semaine. Formidable week-end. Oh, ça y est. On s'est bien amusé. Et puis à ma droite, monsieur Alex Caldi, qui sera avec nous tout au long de cette émission. Ça va, Alex ? Ça va parfaitement. Enfin, une petite sieste dimanche après-midi, hein, ma foi un petit peu très longue. Mais bon, sinon, très heureux d'être là. Exactement. Et puis, vous l'avez compris, il y a un absent, la star, Pierrot Despiello, qui avait un message pour vous. Salut les amis, les petits pistonnés, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve sur la promenade des Anglais, un petit peu comme Lewis Hamilton ce week-end en Hongrie. Et bah écoutez, j'espère que vous allez bien et puis on se retrouve dans 2 semaines à peu près pour le Grand Prix de Silverstone. Moi je suis en vacances, j'espère que vous allez bien débattre sur Ferrari évidemment parce que là il y a beaucoup de choses à dire. Je compte sur toi Alex. Et puis pour le petit prono, hein, voilà, vainqueur Lewis Hamilton évidemment. Et puis je prends le bonus Manu, comme ça au moins on est tranquille. Ciao. Entendu, mon cher Pierrot, vous prenez le bonus. Vous allez voir, le bonus, il va être très compliqué forcément cette semaine puisqu'il s'est exprimé avant. Il est au courant du bonus ? Il n'est pas au courant du bonus. C'est drôle. Ce qui va être encore un petit peu plus drôle. Kubica dans les points. Tout va bien en tout cas pour notre ami Pierrot, vous l'avez vu. Certains ont des privilèges dans cette émission et il en faut. Et nous, on passe tout de suite au sommet. On va regarder quel sera le programme de cette troisième émission de cette saison 2 des Pistonnés avec le débrief d'un week-end hongrois, on va le dire, pas assez humide pour être passionnant. Le décryptage, Alex Caldi, qui nous expliquera pourquoi Renault a porté réclamation une deuxième fois de suite vis-à-vis de Racing Point. Enfin, le débat et une question. Le temps est-il venu pour Binotto de quitter la direction de la Scuderia Ferrari? Oui, on va ouvrir le procès Binotto dans cette émission. Je pense qu'il va y avoir du grabuge. Enfin, on terminera en jouant bien évidemment avec le quiz et les pronostics. Avant de débriefer ce Grand Prix de Hongrie, surtout les amis, je voulais évoquer un moment cocorico. Oui, c'est de plus en plus courant dans cette émission. Ce week-end, on a eu la victoire de Simon Pagenaud, bien sûr, en Indy. On a eu Théo Pourchaire qui a gagné en F3 la course, bien sûr, du samedi. Mais je voulais surtout parler de la première victoire de Fabio Quartararo en MotoGP. Première victoire de Quartararo, enfin d'un Français en MotoGP. Première victoire depuis 21 ans d'un Français dans la catégorie Rennes. Le dernier, c'était forcément Régis Laconi en 1999. C'était déjà en Espagne, je crois. Oui, c'était à Valence. À Valence, exactement. Ouais. Quartararo, Quartar-Héros, comme l'a titré cette belle une de l'équipe. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? On rappelle, on est une émission de F1. C'est un moment historique, donc il faut en parler. Il n'y a pas encore d'émission MotoGP. Pour le moment, c'est pas prévu qu'il y en ait. Voilà. On referme la porte. Ce n'est que normalité, puisque finalement il avait fait 7 pôles, je crois, 6 ou 7 pôles déjà, Ouais. depuis l'année dernière. Donc c'est juste un retour des choses pour Fabio Quartararo qui se place comme l'un des favoris de ce MotoGP pour les 5-10 prochaines années. C'est surtout aussi l'année dernière, en fait, on attendait qu'il confirme tout ce qu'il faisait avec justement les pôles. Il y a eu quand même 7 podiums. C'était l'un des seuls qui pouvait rivaliser avec Marc Marquez. Ça allait enfin, malheureusement, j'ai envie de dire, avec Marc Marquez qui s'est craché lors de la course. Une violente chute. Il s'est fracturé, je crois, l'humérus, si je me trompe pas. Mais c'est une confirmation, surtout que l'année prochaine, Fabio Quartararo sera pilote officiel Yamaha. On attendait ça du côté de Yamaha dans le team officiel. Là, il est dans un team satellite, le team Yamaha SRT Petronas, qui est en lien justement avec Lewis Hamilton, qui l'a d'ailleurs félicité justement juste après le Grand Prix de Hongrie. Donc c'était logique, une belle course et une belle victoire. Et puis attention au championnat du monde du coup, parce que Marc Marquez, son indisponibilité pour l'instant, elle n'est pas encore connue précisément. Est-ce que Quartararo peut aller chercher le championnat? T'as raison de le dire parce que cette saison de MotoGP, bien sûr, comme à l'image de la F1, est resserrée et en effet, il devrait rater plusieurs courses. Merci pour ce petit mot sur Fabio Quartararo. Bien évidemment, je sais que ce moment vous a tous plu, vous, amoureux de sport mécanique. Quelque chose vous a peut-être un petit peu moins plu cette semaine, c'était la Formule 1 et on va en parler tout de suite avec le débrief.
Le Grand Prix de Hongrie, oui, c'était celui-ci, la 3e manche de cette saison 2020 du championnat du monde de Formule 1 et le 2e triple week-end dans l'histoire de ce sport que l'on aime tant. La démonstration, vous allez le voir avec ce résultat de Lewis Hamilton, seulement 4 autres voitures ont fini dans le même tour. Auteur, lui également, le Britannique du meilleur tour. Verstappen, 2e, meilleur résultat de la saison pour le Néerlandais. Et Bottas qui complète ce podium. Les premiers points de Haas également, malgré une pénalité de 10 secondes pour Magnussen qui n'est pas 9e mais bien 10e sur ce classement. On s'est plutôt ennuyé, mais on vous a quand même choisi 4 enseignements. On a décidé de parler de choses un petit peu différentes cette semaine. Vous allez le voir avec ce week-end sur les nerfs pour Red Bull, l'audace de l'écurie Haas, et puis il y avait aussi une question qu'on vous posait concernant Williams et si ça allait mieux, et puis un top flop. On reviendra très largement pour encenser bien sûr Mercedes et Lewis Hamilton. J'ai l'impression qu'on fait que ça semaine après semaine dans cette émission, et on ne manquera pas bien sûr à ce rendez-vous. Premier enseignement les amis, j'attends votre avis sur Red Bull, un week-end plutôt nerveux, on peut le dire, pour la firme néerlandaise, avec des performances plutôt frustrantes, notamment le vendredi où ils ont eu beaucoup de difficultés à trouver les bons réglages. Ils ont travaillé toute la nuit, mais ça n'allait pas mieux le samedi avec un écart de 3 dixièmes par rapport à la saison dernière. L'imbroglio Albon en qualif aussi également, le Thaïlandais relâché bien sûr dans le trafic, qui a été éliminé en Q2. Les critiques de George Russell qui a notamment déclaré que Red Bull faisait passer son copain et rival bien sûr pour un idiot. La réponse de Verstappen qui lui a demandé de s'occuper un petit peu de ses affaires. Et puis ce dimanche complètement miraculeux, on peut le dire, avec cette sortie de piste de Max Verstappen, sauvé par ses mécanos quand même à 25 secondes du départ. C'est quand même assez extraordinaire. Le 33e podium comme un symbole de Max Verstappen grâce à un départ de toute beauté et un rythme de fou tout au long de cette course. La remontée musclée aussi également d'Alex Albon. Et puis c'est quand même un demi-miracle. Le fait qu'on ait séché, on peut le dire, le côté de la piste d'Alex Albon sur la grille et qu'il n'y ait pas eu de pénalité. Alors messieurs, est-ce que Red Bull, quel bilan vous tirez de cette écurie Red Bull ? On va juste voir 2-3 déclats pour vous aider un petit peu. Vous allez voir notamment ce que déclarait Helmut Marko. C'était samedi. Nous avons fait énormément d'ajustements en une nuit. Et pourtant, il y a trop de choses que nous ne comprenons pas. Nous n'arrivons pas à trouver des solutions face à un problème fondamental sur la voiture. Donc ça, c'était samedi, juste avant de partir en vacances avec des piélos, vous l'avez compris. Et dimanche, c'est Christian Horner qui s'est exprimé, qui disait « Oui, il y a des anomalies sur la voiture. L'aérodynamique ne se comporte pas comme on pourrait s'y attendre. Mais je pense que les principes fondamentaux de la voiture sont bons. » Christian Horner qui a bien sûr un point commun avec David Beckham, celui de sortir avec une Spice Girl. Les amis, franchement, c'est quoi le bilan de Red Bull à la fin de ce week-end ? À la fin, c'est les points. Et les points, ils sont bons. Ils font 2 et 5. 2 et 4, 2 et 5. 2 et 5. Donc le bilan, il est bon. En revanche, la sérénité qu'ils ont dégagée, à savoir aucune, effectivement, ça peut montrer que Red Bull n'est pas là où elle le pensait. Et la Hongrie étant le circuit Red Bull par excellence normalement, effectivement quand ils sont arrivés vendredi, je pense que la feuille des temps, à mon avis, elle les a fait un petit peu convulser quand même, parce que c'était pas forcément ce qu'ils attendaient. Mais il y a Max Verstappen dans cette équipe, et Max Verstappen est du calibre de ceux qui transforment une voiture moyenne en voiture bonne pour le dimanche, et en l'occurrence, il l'a fait. Et puis on se souvient que cette année de 2019, finalement avec Gasly, avec Albon, on disait que ça préparait Red Bull à aller concurrencer Mercedes pour le titre constructeur dès 2020. Finalement, on voit qu'ils sont très très loin. Donc forcément, les difficultés de compréhension de la voiture, ça peut frustrer les pilotes et ça peut frustrer l'ensemble de l'écurie. Ouais, c'est une frustration, et surtout il y a peut-être un terme qui peut décrire Red Bull à ce moment-là de l'année, c'est presque de l'impuissance, parce que la monoplace est complètement instable. On l'a vu justement en Hongrie, on ne s'attendait pas justement à l'intérieur de Red Bull à voir que la RB16 soit aussi instable. Il y a de l'impuissance, il y a de la frustration comme l'a dit Brice et Hamza, et on ne sait pas à quel point on pourra peut-être trouver du potentiel dans cette RB16. Il y a surtout aussi de la compréhension entre les Helmut Marko et Christian Horner. L'un dit que la voiture a un problème fondamental au niveau du châssis. L'autre dit non, regardez, ce dimanche-là, la voiture est bonne. Donc il y a aussi un peu d'incompréhension à l'intérieur même de l'équipe. Ce qui semble ressortir de cette voiture, c'est que, comme l'a dit Christian Horner, elle n'est pas foncièrement mauvaise, mais le problème, c'est que suivant les conditions, elle réagit de manière complètement différente. C'est quand même une énorme problématique. C'est-à-dire que quand on disait le dimanche a été miraculeux pour Red Bull, c'est quelque part, est-ce qu'ils savent aujourd'hui qu'est-ce qui a marché dimanche et qui n'a pas marché le samedi ? Vraisemblablement, non. Moi, je pense sincèrement que c'est Max Verstappen qui a marché dimanche, mais après, on a vu Albon qui a bien fonctionné aussi. On sait que, sans te faire offense, Hamza, il y a une petite différence de talent quand même entre Max Verstappen et Alex Albon. Donc, oui, la voiture a fonctionné dimanche. Après, je suis pas sûr qu'elle ait si mal fonctionné que ça samedi. C'est juste que
on a des Mercedes et des Racing Point qui, sur un tour, sont imbattables. Et comme disait Hamza la semaine dernière, elles pulvérisent absolument tout. Je sais pas. On est sur le mot pulvérisé. Oui, j'ai bien aimé. Je sais pas si on peut dire qu'ils ont que ça a bien fonctionné en séance de qualification. Non, au vu de, j'ai envie de dire, des énervements d'Alexander Albon et de Max Verstappen juste avant justement ces séances et également le vendredi, ils étaient complètement énervés. Alors peut-être oui, je suis d'accord que ça a relativement mieux fonctionné à une certaine mesure en qualification, mais en course, je suis d'accord avec toi, c'est totalement Max Verstappen qui était tout seul et qui a réussi à emmener cette RB16 dans un espace miraculeux. Vas-y. Non, par rapport à la communication d'Albon, justement, moi je voulais rebondir dessus. On se souvient, Pierre Gasly, la saison dernière, ne disait pas grand-chose, finalement, n'attaquait pas publiquement Red Bull. Albon, je pense qu'il a vu aussi la leçon, ce qui s'est passé l'an dernier avec Pierre Gasly, et quand il faut dire les choses, il n'hésite pas à le dire, et on l'a vu en qualification, où il a mis un tir à ceux qui ont décidé de le faire sortir dans le trafic. La Red Bull fonctionne quand même particulièrement bien quand ça grippe, quand on a de la gomme sur la piste. Et quand on a eu un week-end où il a fait que pleuvoir, effectivement, le samedi, peut-être que les pilotes se battaient un peu plus avec la voiture, alors qu'en course, au fur et à mesure des tours, où la piste a commencé à se gommer, puisque finalement il n'a pas plu pendant la course, cette chimère de la pluie qui n'est jamais arrivée, finalement, certainement que la RB16 se sentait un petit peu mieux en piste, et on le sait, cette voiture ne se conduit qu'avec, justement, cet aéro ne fonctionne qu'avec un grip qui est assez puissant, et en l'occurrence, ça a peut-être été un petit peu plus le cas sur la suite de la course pour les Red Bull. Et juste pour conclure, Red Bull finalement ne jouera pas le titre, ça c'est une certitude. Va falloir, oui voilà, c'est ça, c'est Mercedes. Surprise. Va falloir verrouiller cette deuxième place. On sait que Racing Point concrètement a vraiment le potentiel pour aller la chercher. Maintenant avec les pilotes, on sait que c'est délicat. Verstappen c'est une garantie, une stabilité en termes de résultats. Va falloir verrouiller cette deuxième place et passer à la saison suivante. Une écurie ne jouera pas le titre, c'est une certitude, c'est l'écurie Haas, les Américains qui ont été plutôt audacieux, si vous me le permettez, bien sûr, avec leur stratégie du dimanche, double arrêt du tour 0, lorsqu'ils ont chaussé les slicks, bien sûr, à la fin du tour de formation, ce qui leur a permis quand même pour Magnussen de faire P9 et pour Romain Grosjean de faire P15 à l'arrivée, mais il y a eu cette pénalité de 10 secondes, justement après la course, qui a décalé, on peut le dire, le Danois à la 10e place. Le premier point de la saison, du coup, pour Haas. Magnussen, le réglage astucieux, ça c'est Romain Grosjean qui l'a expliqué après la course, en disant notamment que, je sais plus, je crois que c'est en travaillant me semble-t-il, sur son aileron avant, il a pris d'énormes risques, ce qui lui a permis d'avoir un petit peu plus de performance, surtout de tenir un peu plus ses gommes pendant la course. Et puis Grosjean, le sens du sacrifice, puisqu'il a protégé son coéquipier tout au long de la course. Bref, un point qui va donner du baume au cœur à cette écurie Haas. Regardez un petit peu ce que disait Günther Steiner à l'arrivée pour évoquer la situation de son équipe. Nous avons été en chômage partiel pendant 3 ou 4 mois avant d'aller en Autriche et les résultats là-bas n'étaient pas fantastiques. Les gars sont sur la route depuis 3 semaines et repartir avec un bon point fait du bien forcément au moral. On vous rappelle qu'on ne connaît pas l'avenir pour le moment de cette écurie Haas, si elle sera sur la grille en 2021 ou pas. Assez étonnant. Heureusement qu'il y a eu Haas quelque part un petit peu dans ce Grand Prix de Hongrie. Il faut saluer le pari gagnant, mais même s'il avait été perdant, ce pari, il fallait quoi qu'il arrive saluer. C'est au bout du rouleau et pour moi c'est la dernière équipe en termes de performance aujourd'hui. Il n'y aura pas de développement parce qu'on ne sait pas l'avenir de cette équipe. Et finalement, sur ce type de Grand Prix et de circuit et de météo où ça se joue finalement à rien, ils ont tenté le pari. C'est un pari qui a fonctionné, bravo à eux. Le rythme de course des Haas, et notamment celui de Kevin Magnussen, était vraiment intéressant. Alors, il a certainement été aidé par le bouchon créé derrière par Charles Leclerc, mais je trouve que Magnussen et Haas, plus globalement, ont été récompensés de ce pari. Il faut saluer aussi le travail de Romain Grosjean, parce que Magnussen, il prend un point grâce à son sacrifice. Il a réussi à bloquer les pilotes qui étaient justement en train d'attaquer Kevin Magnussen. Et c'est un sens du sacrifice pour Romain Grosjean, dans le sens où lui, il sait que de toute façon, l'écurie Haas est à un point crucial de son histoire et qu'il faut absolument ramener des points coûte que coûte pour que l'équipe se sauve. Et c'est ce qu'a réussi à faire Romain Grosjean. Je suis beaucoup moins optimiste que vous. Ah mais je suis pas optimiste. En fait, je suis même pas dans la congratulation de ce point, parce que ce point est un symbole de même quand on fait un pari qui marche, on fait 10 et 16. Et à partir de là, tu te dis mais en fait comment tu peux aller faire mieux? Comment tu peux aller prendre mieux que ça? Moi, très honnêtement, je pensais au début de la saison que Haas on partait sur du 0 pointé. Ouais, très clairement. Ah mais t'as toujours un petit point qui traîne comme ça ou quoi machin, mais Haas. Ça arrive souvent à Monaco, ce genre de point d'ailleurs.
Ouais, bah avec cette Bon, pilote, je suis pas sûr, mais Robert. avec Tu me regardes. Magnussen, je suis pas sûr. Revenons un peu sur la pénalité. Regardez, on vous a extrait les team radio de Haas, justement, sur ce tour de mise en grille, où clairement les pilotes demandent à rentrer. Du côté de Magnussen, on lui dit attends, on va peut-être faire ça après le départ. Et puis finalement, on en remet une couche en disant non, rentre maintenant. Grosjean lui dit la même chose. La piste est déjà sèche, tenterait bien un arrêt pour mettre les slicks. Et on lui dit ok, vas-y, rentre. On lui répète d'ailleurs 2 fois. Ils ont été sanctionnés de 10 secondes à l'arrivée. Est-ce que vous avez compris cette sanction ? Est-ce que c'est une sanction qui vous a, on va dire, convaincu ? Est-ce qu'il fallait les sanctionner ou est-ce qu'il fallait faire taper un petit peu plus fort contre ces As ? Parce que le gain était net quand même sur cet arrêt au stand avant la grille. Le gain est net. Je comprends qu'on ait pénalisé Kevin Magnussen parce que c'est carrément l'équipe qui incite le pilote à rentrer au stand. Sauf qu'à l'inverse, Romain Grosjean, c'est lui qui dit « je pense que la piste est sèche, donc je pense qu'il faut qu'on rentre au stand ». Et évidemment qu'il faut une confirmation de l'écurie. Donc à partir de ce moment-là, je comprends moins comment on peut dire à Romain Grosjean qu'il doit prendre une pénalité de 10 secondes alors que Kevin Magnussen, c'est totalement l'inverse. C'est l'équipe qui lui dit de rentrer. Parce que le règlement est simple. Tu ne dois rentrer au stand que pour problème majeur. Et en l'occurrence, c'est pas un problème majeur. Et c'est pas lui qui prend la décision de rentrer au stand, Romain Grosjean. C'est lui qui émet l'idée, validée par son écurie. C'est pas comme s'il rentrait et qu'il dit je rentre point barre. Oh bah oui, il allait pas s'imposer. Il allait faire une contrôle chez Williams. Oui, mais en l'occurrence, le règlement est bête et méchant. Ce que tu dis, c'est qu'il aurait pu être un peu plus fin en disant les gars, je rentre tout de suite, sans laisser le choix entre guillemets, sans donner la précision de c'est pour passer des slicks, et peut-être que dans l'esprit, ça aurait pu passer. Bah. Je sais pas s'il fallait faire ça ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, moi j'analyse le truc factuellement. Le truc, c'est que c'est l'écurie qui a dit box. À partir de là, le règlement, il parle d'interdiction d'aide au pilotage lors du tour de formation. Oui, c'est ça. Est-ce que sur Grosjean, c'est une aide au pilotage de confirmer un arrêt au stand ? Et concrètement, même si tu pénalises les 2 pilotes, du coup, parce que moi, Grosjean et Magnussen, ce sont 2 situations différentes, dans ces cas-là, donne pas la même pénalité. Exactement. Bon, écoutez, on vous laisse juger chez vous, bien sûr, de cette pénalité ou non. Je voulais qu'on pose une question désormais dans le 3e enseignement et évoquer une écurie dont on n'a pas beaucoup parlé dans l'histoire des pistonnés. C'est l'écurie Williams qui a été absolument époustouflante en qualification. 2 voitures en Q2, une première quand même depuis Monza 2018. Russell P12, meilleur résultat en carrière, oui, égalé par rapport au Grand Prix de Syrie, mais c'était sous la pluie. Et Latifi P15. Et surtout derrière, c'est quand même, faut regarder les choses des 2 prismes, c'est-à-dire que autant les qualifs ont été extraordinaires, autant la course a été dramatique avec George Russell qui prend mauvais départ et finit P18. Latifi, lui, qui termine à 5 tours de Lewis Hamilton à la dernière place, à la 19e place. Après, notamment, vous l'avez vu, une crevaison et une pénalité. Et je crois 5 passages au stand dans cette course. Ouais. Williams, j'ai envie de t'entendre, Hamza, parce que je me rappelle, si j'ai bien regardé toutes les émissions des pistonnés, qu'après Abu Dhabi, tu nous avais dit, attention Williams, ils vont revenir un jour. Est-ce que tu es toujours aussi optimiste après ce que tu as vu ce week-end ? C'est pas une surprise finalement, on l'a vu, on disait déjà la saison dernière que Williams partait de tellement loin parce qu'ils avaient une voiture de F2 qu'ils ont réussi à faire progresser tout au long de la saison. En fin de saison, on les voit se rapprocher sérieusement de Haas, de Alfa Romeo, et finalement aujourd'hui on les voit se battre même parfois devant les Haas. Les qualifications sont quand même un marqueur important du niveau global de la voiture. Et aujourd'hui, voir que Williams se qualifie en Hongrie devant les 2 Haas, devant les 2 Alfa Romeo et devant Daniil Kvyat, c'est pas une surprise comme si tu avais un Sébastien Vettel ou un Sergio Pérez par exemple au Grand Prix de Styrie qui rate sa Q1 et qui sort. Là c'est à la régulière, ils vont tous les 2 chercher une Q2 et j'insiste sur tous les 2 parce que George Russell, on connaît tous le talent immense qu'il a. Latifi c'est une vraie surprise, moi personnellement je m'attendais pas à le voir à ce niveau aussi rapidement. On va voir si lui aussi progresse. Mais Williams, Latifi, pour toi, c'est un pistonné, quoi. Clairement. Clairement. Et on verra si sur l'ensemble de la saison, Williams va encore progresser. Pourquoi pas aller chercher des points à la régulière ? Parce que quoi qu'il arrive, il faudra maintenant réussir à progresser au niveau du rythme de course. Juste une petite précision, tu marques quand les points ? En course, le dimanche. Bon, et ils sont où en course ? Bon, c'est incroyable. Le niveau fondamental de la Williams, ok, il est meilleur que l'année dernière. Et en même temps, je vais te dire, c'est quand même difficile de faire pire. Ils ont raté le concept aérodynamique l'année dernière. C'était pas un problème qui était vraiment structurel. C'était un problème conjoncturel de l'année dernière. La voiture est ratée, point barre, on en refait une. Terminé, ça peut forcément être mieux. Ils n'avaient même pas de voiture aux essais. Saison. Ensuite, t'as As et Alpha qui ont régressé, donc forcément, ça remonte un petit peu. C'est pas non plus une voiture exceptionnelle qu'ils ont conçue, on est bien d'accord. Mais ils sont en train de progresser.
Je suis en train de progresser. Si pour toi, tu quand tu juges. pars de zéro, tu peux pas aller à Si moins pour toi, 1. Bon. non mais si pour toi tu juges les performances de telle ou telle équipe selon les résultats le dimanche, donc factuellement pour toi aujourd'hui, c'est devant Williams, a une meilleure voiture que Williams. Il va faire une meilleure saison que Williams. Non, je te dis juste que là, en l'occurrence, ça fait un meilleur week-end que Williams. Pourquoi ? Parce qu'il nous a ramené un point. C'est tout, c'est factuel. Au bout d'un moment, l'argent que tu chopes à la fin de la saison, tu le chopes par les points que tu mets. C'est tout ce que je veux te dire. Et là, Williams, elle a un problème fondamental, c'est qu'elle n'arrive pas à suivre notre voiture. Le samedi, ça marche, elles se suivent pas. Le dimanche, là, elle se retrouve du coup un peu plus dans le midfield qu'avant. Elle n'y arrive pas. Et Pour le moment. Pour le moment, oui. le moment. Va refaire un concept aéro pour changer l'air sale. Mais le Grand Prix, la saison est encore relativement longue. Enfin, il y a quand même pas mal de Mais c'est Grands pas comme Prix. si Williams avait beaucoup de La facultés de saison développement. dernière, il y avait une progression linéaire. Cette progression, elle continue sur la même ligne. On verra en fin de saison où sera Williams. Monsieur Juge Kaldi, Ok. qu'est-ce que vous avez pensé de cet échange ? À qui on donne le bon point alors du coup dans cette Je affaire suis plus d'accord avec Hamza, Allez. mais avec un. Alors, il y a un Avec un peu point de où nuance. Brice, je suis d'accord, c'est quand on part de zéro, on peut pas faire pire. Là, c'est vrai que la progression est linéaire par rapport à Williams. On peut faire une SF 1000. Mais je veux dire quelque D'accord, chose. s'il te plaît. Moi, je préfère partir de 0 et arriver à 9, Oui. partir à 11 et me retrouver comme As aujourd'hui à 1. On va parler de Ferrari aussi un peu plus tard. Oui, j'ai pas pris l'exemple Ferrari volontairement. À partir de Mais mai, c'est vrai qu'il y a effectivement Williams partait de rien et on arrive à un point qui est relativement intéressant et ça apporte que du plus pour l'avenir et on peut espérer, je pense, cette saison, voir Williams marquer au moins 5-7 points durant cette saison. Il y a un truc qui est assez intéressant et pourquoi elle a marché cette Williams, elle a pris vie au moment où les conditions climatiques étaient beaucoup plus fraîches et c'est tout d'un coup lors de cette séance-là de qualification que Russell fait une P3 qui est sortie de nulle part parce que ça a étonné tout le monde au moment où c'est arrivé. Donc conditions plus fraîches, là Williams qui marche. On va passer au top flop parce que j'ai bien compris que vous n'étiez pas d'accord sur Williams. Est-ce un top ou est-ce un flop ? Là, on sera bien sûr tous d'accord. Il y a 2 tops et un flop tout simplement. Le grand 8 de Lewis Hamilton, il fallait en parler. Et Alex va nous en parler avec bien sûr de nouveaux records tombés pour le pilote Mercedes. Brice qui a de la peine pour Kimi et Hamza qui a trouvé Lance Stroll plutôt solide. On est obligé de commencer avec toi, cher Alex, et parler d'un garçon qui, je pense, en tout cas, est bien parti au championnat du monde. Je me mouille pas trop. Oui, je pense. Et puis voilà, le terme c'est distanciation royale. Ça montre bien l'actualité et ça montre aussi qui est, on va dire, Lewis Hamilton, le king en Formule 1. C'est ce qu'avait titré. T'es journaliste, non ? Ouais, je crois. C'est ce qu'avait titré. il essaye. Il essaye, je débute. Instagrammeur, moi je pense. Je sais pas pourquoi je pensais à ça. Pardon, C'est excuse-moi. en tout cas ce qu'avait titré Auto Hebdo sur son dernier numéro. Il n'y a pas mieux pour décrire en tout cas la performance de Lewis Hamilton. Son tour de qualification est tout simplement parfait. Sincèrement, je n'ai pas vu de tour aussi parfait de toute ma vie. La voiture n'a aucune De correction. la part de Lewis Hamilton ? Non, la part de Lewis Hamilton, sincèrement, il n'y a aucune correction sur le volant. Singapour. Le tour est parfait. Non, franchement, Singapour. non. Moi, mais c'est mon avis, hein. Les goûts et les couleurs. Mais en tout cas, facile. la voiture ne bouge pas d'un poil, aucune correction, ça accélère très tôt avec un plein de confiance. Lewis Hamilton disait justement après cette 90e pole position que c'était peut-être la voiture la plus belle que Mercedes avait sortie. Je pense qu'on est tous d'accord au vu des images. Et surtout, il a égalé Michael Schumacher au nombre de 8 victoires sur le Hungaroring. Ça montre à quel point il entre chaque jour et à chaque Grand Prix dans la légende de la Formule 1. Juste rapidement, moi, ce qui m'impressionne sur ce tour de qualif de Lewis Hamilton, en fait, j'ai l'impression que c'est complètement irréel. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. Oui. Où Oui. c'est une voiture qui pilote sur un tapis, enfin, qui roule sur un tapis. Il y a un rail. Enfin, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je dis justement que c'est le plus beau tour que j'ai vu de ma vie parce qu'il est vraiment parfait et j'ai jamais vu de tour aussi parfait sur un circuit comme le Hungaroring. On peut même rajouter le tour qu'il fait, le premier tour de la course, je crois, où sur un 3 départ secondes. arrêté, Ouais, 3 il secondes. colle 3 secondes à Lance Stroll qui était P2, je crois, il me semble, à ce moment-là. Mercedes. Voilà. Oui, une, donc- une autre Mercedes, c'est vrai, excuse-moi, j'avais l'air choqué en plus en entendant ça. Brice, on va parler de choses un petit peu moins drôles et de choses un petit peu moins incroyables, quoique un champion du monde est parti à la dernière place sur la grille du Grand Prix de Hongrie Est-ce que aujourd'hui. tu vois ma tête là ? Oui, c'est que ça, tu c'est pour vois- ça que je disais que t'étais triste. Est-ce que tout à tu l'heure. vois mes cernes ? Est-ce que tu vois cette fatigue ? ce Tranxène qui traîne là sur cette table? Pourquoi il n'y a plus le casque de Kimi présent ici ? Oui. Pour une raison très simple, c'est que notre cher Kimi Raikkonen est certainement au crépuscule de sa carrière et que l'image que ça en renvoie est quand même très triste. C'est quand même un pilote qui a un talent fou, qui a montré énormément de choses dans les années 2000. Moins en 2010, Hamza, je sais, Fernando Alonso. Néanmoins... Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Mais il aurait peut-être dû rester en retraite quand il est parti en 2009, qui sait. Néanmoins, ouais, voilà, l'Alpha ne va pas et Raikkonen, quand il a une voiture qui ne fonctionne pas, il s'en fout.
Il s'en fout du reste, il s'en fout de tout. Et en l'occurrence, on le voit de plus en plus désabusé. Et il serait peut-être temps pour lui de partir. Je rappelle qu'en 316 Grands Prix, c'est la toute première fois que Raikkonen s'est qualifié en dernière position, sans accident ou sans problème météo. Donc voilà, le champion du monde 2007 est bien loin aujourd'hui. Exactement, c'est vrai que c'était un peu le moment triste de ce week-end et puis un autre moment heureux pour nous, les pistonnés, puisque je vous rappelle qu'on a un parrain quand même qui nous a permis de nous lancer dans cette très très belle aventure, Lance Stroll P4. On a failli descendre sur les Champs-Élysées sur proposition d'Alex Caldi pour fêter ça. Lance Stroll, j'ai souvent été dur, je pense à juste titre, notamment la saison dernière, mais mine de rien, alors il a la monoplace, il dégage une image peut-être un peu plus joyeuse, on l'a vu, on l'a entendu en qualification, mais mine de rien, ça fait 2 fois qu'il devance Sergio Pérez en qualif, et Sergio Pérez, c'est pas n'importe qui, on parle quand même d'un pilote hyper expérimenté. Au niveau du rythme de course, parvient quand même à être largement devant les autres, même s'il est encore loin de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas. Après, on va pas lui demander de tourner dans les mêmes secondes que Lewis Hamilton, mais avec la même voiture. voiture de l'an dernier. Oh, il abuse un peu. Non, mais très honnêtement, Lance Stroll, c'est une belle surprise du début de saison. Il a une voiture qui lui permet de jouer les points et pour le moment, il répond présent. Va falloir voir si au niveau de la régularité, ça va suivre jusqu'au bout de la saison. C'est vrai qu'on n'a jamais vu autant sourire, même avec un masque, Lance Stroll, que ce week-end, et notamment après les qualifications. On jette un petit coup d'œil au classement, ça va aller très très vite parce que vous allez voir, les choses sont plutôt intéressantes ou pas d'ailleurs. Hamilton qui a enfin repris la place de leader, bien sûr, au championnat du monde. Est-ce que ça va durer jusqu'au bout? On va laisser un peu de suspense, mais pas mettre de points d'interrogation plus des points de suspension. Et puis on va surtout s'intéresser au classement des constructeurs. Là, la bombe est lancée. 121 points pour Mercedes, 55 pour Red Bull. Non, n'allez pas vous coucher tout de suite, bien évidemment, parce que dans quelques instants, on va ouvrir un procès, celui de Mattia Binotto. Et cette situation, on peut le dire, catastrophique pour Ferrari. Mais juste avant ça, il y a le décryptage de monsieur Alex Caldi. Depuis les essais hivernaux à Barcelone, le paddock de la Formule 1 n'a que ce mot à la bouche, une Mercedes rose, et elle va quand même très très vite. Cette voiture, elle est rapide, c'est clair, et dès les premiers tours, notamment sur le circuit de Catalunya cet hiver, il était clair aussi que les concurrents directs de l'écurie britannique n'allaient pas s'empêcher bien sûr de douter de la légalité de cette voiture auprès de la FIA. Ça a été chose faite notamment avec cette réclamation de Renault. Ouais, il a fallu attendre le 2e Grand Prix de la saison en Styrie pour que certains passent enfin à l'attaque, ou plutôt à la contre-attaque. Renault, et on pourrait dire que c'est un plat qui se mange froid, la vengeance pour ça, puisque Racing Point avait attaqué l'écurie aux Losanges au Japon pour avoir roulé avec un système de répartition de freinage automatique. Disqualification, Grand Prix disqualifié, et donc Renault avait vu 9 points s'envoler. La petite image de Cyril Abitboul, bien sûr, Renault a rendu l'appareil à Racing Point, et du coup, on va le voir avec la RP20. Vous allez le comprendre, la comparaison, je pense qu'il n'y a pas tellement d'images un peu plus révélatrices que celle-ci. La RP20 ressemble, comme vous l'avez vu, à la Mercedes de 2019, la W10. C'est frappant et même totalement assupé de la part de l'écurie de Silverstone, qui affirmait avec un poil de vantardise d'ailleurs à Barcelone lors des essais hivernaux en février, avoir pris énormément de photos de la Mercedes championne du monde pour ainsi retranscrire un châssis composé de certaines pièces de la W10. Le coût en tout cas de la photo en soi, vous pouvez le faire, le test chez vous. Vous pouvez prendre un objet, le prendre en photo et le retranscrire et essayer de le redessiner par exemple. Ce ne sera pas simple, mais en tout cas, vous pouvez le faire. Sauf qu'en Formule 1, il y a des éléments d'une monoplace que vous ne pouvez pas copier sans en avoir les plans, et c'est sur cela que la plainte de Renault s'appuie. La marque aux Losanges a porté réclamation auprès de la FIA sur les écopes de frein, vous les voyez. Alors qu'est-ce que c'est les écopes de frein? C'est en tout cas pour but de capter l'air et d'acheminer vers l'air, en tout cas vers les disques de frein en carbone pour les refroidir. On les design d'ailleurs désormais en Formule 1 moderne pour l'écoulement du flux d'air en travail avec l'aileron avant ou arrière, ça dépend où sont placées les écopes de frein. Elles ressemblent en partie, vous le voyez avec cette comparaison, à l'extérieur sur sa partie haute à celle de la Mercedes de 2019, mais Renault veut que la FIA vérifie l'intérieur des écopes de frein de la W10 pour vérifier si elles sont identiques ou non de la W10. Si c'est bel et bien le cas, eh bien, c'est une infraction à la réglementation sportive et notamment à son annexe relative aux pièces listées à la propriété intellectuelle. En d'autres termes, en 2020, une écurie doit créer elle-même ses pièces listées sur sa voiture et ne pas copier ou même vendre des pièces listées
par une autre écurie concurrente. Et pourquoi du coup il y a eu cette instauration du concept de pièces listées? En fait, ça a été mis en place justement pour pousser les écuries à construire ses propres pièces et éviter d'en acheter aux écuries concurrentes. Quand Haas est arrivé en Formule 1 en 2016, justement, eh bien, ils ont acheté tout ce qui était possible d'acheter en termes de pièces à Ferrari. Dans cette liste, il y a notamment les échappements moteurs, la carrosserie à l'exception des entrées d'air ou également, encore en tout cas, la cellule de survie du cockpit. Alors du coup, suite à cette réclamation de Renault, quelle était la réaction de la FIA vis-à-vis de Racing Point? Ils ont confisqué les écopes de frein avant et arrière de la RP20. Ils ont demandé aussi les écopes de frein de la W10 à Mercedes. La FIA a également sommé à Racing Point et à Mercedes de fournir les données de CAO, conception assistée par ordinateur, des écopes de frein. Et du coup, on imagine que ces écopes de frein, c'est qu'une première pièce au tableau et aux futures réclamations de chez Renault. Ouais, si les écopes de frein sont copiées de la W10, ce qui est donc illégal, eh bien Renault et peut-être d'autres écuries du plateau demanderont à la FIA de checker les autres pièces qui doivent absolument être créées par l'écurie, ces pièces listées, donc pour prouver l'illégalité de la RP20. Il faut comprendre une chose, et c'est un point important. L'an passé, les écopes de frein faisaient partie des pièces qui pouvaient se transmettre entre écuries. En gros, Mercedes et Racing Point avaient le droit de discuter des écopes de frein jusqu'au 31 décembre 2019. Le 1er janvier, ils n'avaient plus le droit. Et donc, ce qui importe sur cette affaire, c'est de savoir si Racing Point a utilisé ses plans, si effectivement elle les avait, pour pouvoir fabriquer ces écopes et d'autres pièces s'il s'avère qu'il y en a d'autres. Renault a donc porté réclamation à l'issue du Grand Prix de Styrie pour ces raisons, mais également juste après le Grand Prix de Hongrie, une deuxième fois. Le but, invalider le résultat de Racing Point sur ces Grands Prix si elle est jugée coupable par les commissaires. Tant que l'enquête de la FIA ne sera pas finalisée, Renault continuera de porter réclamation à l'issue de chaque Grand Prix. Et du côté de chez Racing Point, bien sûr, on nie formellement une quelconque triche. Évidemment, clairement, on défend bien son steak, comme on dit du côté britannique. Otmar Szafnauer, directeur de Racing Point, ne cesse de dire fermement que la voiture est totalement légale, ce qui est impossible, du coup, que les écopes de frein soient illégales. Szafnauer s'est défendu après le Grand Prix de Hongrie en indiquant fermement 886 dessins distincts, pour les écopes de frein. On peut prouver donc la légalité de nos écopes de frein. Parce que oui, en Formule 1, une chose à savoir, quand on porte réclamation contre vous, ce n'est pas à la FIA de prouver que vous avez triché, mais c'est à vous de vous défendre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en début de saison, la FIA était déjà venue voir Racing Point à l'usine de Silverstone pour vérifier dans la globalité la RP20, sauf qu'ils n'avaient pas regardé les écopes de frein. Tiens, comme par hasard. Bref, même avec cette première visite, le clan Racing Point ne laisse transparaître aucune inquiétude sur ce dossier, tout en sachant que l'équipe n'a aucune solution de repli au cas où elle serait jugée coupable. Alors Alex, on l'a vu, Renault pointe du doigt bien sûr Racing Point et bien sûr cette RP20, mais pour autant il laisse Mercedes plutôt tranquille dans cette affaire. Parce que tout simplement Mercedes n'est pas trop impliqué dans cette affaire. À l'heure actuelle, on ne sait pas si effectivement la RP20 est illégale ou non, et donc si Mercedes a communiqué des quelconques plans sur cette W10. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des connexions tout de même entre Racing Point et Mercedes, car effectivement Racing Point utilise le moteur Mercedes et la boîte de vitesse, mais il utilise aussi la même soufflerie que Mercedes. En tout cas, à l'heure actuelle, on affirme qu'il n'y a aucune indication en tout cas que Mercedes ait illégalement donné des informations à Racing Point sur des pièces listées. Beaucoup rigolaient même sur le fait que les ingénieurs de Mercedes avaient laissé les plans sur la table en mode « T'inquiète frérot, on te les donne, c'est pour moi, c'est gratos ». Ce qui est clair, c'est en tout cas qu'en Formule 1, ce qui est clair, c'est que pour gagner ne serait-ce qu'un petit millième de seconde, on est prêt à aller très loin, jouer avec les limites, frôler avec le règlement. En qualification ce week-end en Hongrie, Lance Stroll s'était qualifié en P3 avec un chrono de 1 minute 14 377, soit 4 dixièmes plus rapide que le temps de Lewis Hamilton l'an dernier avec la W10. C'est quand même très rapide pour une RP20 qu'on dit qui s'est basée en tout cas sur des simples photos. Merci beaucoup Alex, super décryptage qui j'espère va vous permettre de mieux comprendre en tout cas cet imbroglio entre Renault et Racing Point. Magnifique cette prononciation, comment tu dis? Racing Point. Yeah. Comme Villeneuve. C'est la chemise canadienne, ça. Ça doit faire un petit effet. Les amis, c'est l'heure d'ouvrir un procès et comme on le dit en Italie, il processo di Binotto. C'est le pire début de saison de Ferrari depuis plus d'une décennie, avec un Grand Prix de Hongrie qui a encore mis en lumière les faiblesses de cette SF1000. Regardez plutôt, Ferrari jaune, c'est un certain Alain qui nous a proposé ce titre dans les commentaires et je voulais lui rendre hommage. Alain Pagès, si tu nous écoutes. Une qualif encourageante, je vous le disais, avec pour la première fois la saison deux voitures en Q3. Une nouvelle course indigente, Leclerc incapable d'accrocher le top 10 et qui échoue à la 11e place. Une stratégie douteuse, notamment lorsqu'on a passé les softs
soft sur la voiture du Monégasque. Et puis les 2 voitures à 1 tour d'Hamilton, ça fait très mal. Conclusion donc d'un Grand Prix de Hongrie. Eh bien, il n'y a pas qu'un problème de moteur sur cette SF 1000. Regardez plutôt ce qu'a dit Mattia Binotto, qui est généralement assez gentil. On pensait même qu'il était un peu trop gentil. Là, cette fois-ci, il a sorti la sulfateuse. Un dimanche extrêmement décevant. Les résultats et le résultat est très difficile à avaler. Être repoussé à un tour est très douloureux pour nous et pour nos fans. Ce n'est pas en coupant des têtes que vous faites rouler une voiture plus vite. Là, je pense qu'il se défend un peu. Chacun devra analyser son travail et avoir le courage de changer de cap si nécessaire, car la dynamique actuelle est inacceptable. À nous de dresser maintenant le bilan des 2 ans de Mattia Binotto au sein de la Scuderia. Et vous allez voir, ça fait plutôt mal avec ce tableau. Un management qui pose question. La gestion du cas Vettel notamment est peut-être symptomatique. Les accrochages Vettel-Leclerc, on rappelle, il n'y avait jamais eu de double élimination chez Ferrari en 70 ans. Et il y en a eu 2 sur ces 2 ans de règne. Une SF pile complètement ratée, avec un problème vraisemblablement de châssis, on l'a vu ici en Hongrie, et le scandale aussi du moteur 2019 qui ne peut pas ne pas l'éclabousser. Et bien sûr aussi également un aspect très important, c'est la perte de lobbying de Ferrari dans le F1 Circus. Des critiques de plus en plus exacerbées de la part des autres patrons, et encore une fois ce week-end de Toto Wolff. Et puis, on peut le dire aussi, la Scuderia a peu pesé, ou moins pesé que d'habitude, sur les nouveaux accords Concorde. Alors là, très clairement les amis, 2 questions. Mattia Binotto doit-il être le paratonnerre des malheurs de Ferrari actuellement? Cristallise-t-il tout l'échec de la Scuderia? Bon, si tu vires Binotto, c'est comme si tu mets un pansement sur une artère ouverte. C'est-à-dire que tu vas régler les problèmes en surface, mais derrière, le problème, il est beaucoup plus grave que ça. Le problème, il vient du fait que ça fait 15 ans que la Scuderia a mal géré et que depuis le départ de Jean Todt, ça va à volo quand même. Donc, à partir de là, le blason de Ferrari n'est plus ce qu'il était en Formule 1. Et on l'a bien vu, rien qu'à Barcelone, en fait, rien que dans l'attitude en fait, de tout le team Ferrari comparé aux autres, il y a quand même une différence de rigueur qui est très flagrante. Et aujourd'hui, après 10 ans de relâche comme ça se paye. Alors évidemment, il y a eu des meilleures années, tout ça, machin, mais Binotto, il n'est pas manager, il est ingénieur. Et puis derrière, en fait, il y a plein de choses qui vont pas, quoi. Enfin, je veux dire, le programme, il est gangréné, il est total. Et virer Binotto, c'est 2% du problème. La base, j'allais dire en sport, mais pas qu'en sport, dans la vie, en société, en industrie, c'est de nommer les bonnes personnes à leur poste. Quand tu nommes des bonnes personnes à des postes qui ne sont pas les leurs, tu te retrouves dans la situation actuelle. Effectivement, Binotto, c'est pas un manager. Exactement. Binotto, c'est peut-être un ingénieur brillant, certainement même, mais il n'est pas fait pour ce rôle. Gérer des cas, on en a parlé déjà la saison dernière, gérer les confrontations Leclerc-Vettel, c'est compliqué. Si en foot, demain, je te dis, tu prends un top défenseur central, tu le mets numéro 10, s'il fait des mauvaises performances, est-ce que ce sera lui le responsable? C'est pareil avec Binotto. Pour moi, il n'est pas responsable de l'échec actuel de Ferrari pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas à sa place. Surtout que Binotto, il connaît très bien Maranello. Il est là-bas depuis 95, il est entré en tant que stagiaire là-bas, en tant qu'ingénieur. Il a été promu ensuite ingénieur en 97. Il y a une réelle, j'ai envie de dire presque une réelle méritocratie au niveau de la Scuderia par rapport, et ça c'est bien ancienneté au niveau de ça. Et c'est vrai que je suis totalement d'accord avec ça, dans le sens où dire que les gens qui expliquent que Binotto doit partir absolument, remplacé d'ailleurs, parce qu'il y a une rumeur comme quoi il pourrait être remplacé par Antonello Coletta, qui est le directeur du programme GT de Ferrari. C'est stupide, c'est réellement stupide parce que c'est pas lui le responsable. Il faut pas dire que Binotto c'est le responsable parce que c'est la conséquence d'un management où on a voulu garder seulement que des Italiens. Et ça, il faut réellement aborder ce problème parce que la Formule 1 est un espace culturel, d'une transmission de culture au niveau des connaissances. Oui, de connaissances, oui. Des connaissances, exactement. À l'époque, justement, de la F2002, ça montre exactement, j'allais dire, la suprématie de Ferrari qui a absolument tout gagné cette saison-là. Jean Todt, français, Ross Brown, britannique, Rory Brown, sud-africain, Aldo Costa, bien sûr, qui bosse chez Mercedes, italien, et Nicolas Tombazis, qui est notamment à la direction technique de la FIA, qui était grec. Aujourd'hui, la SF1000, quasiment que des Italiens, avec Laurent Mekies français et David Sanchez français. Regardez, voilà, c'est un peu, j'ai envie de dire, la conséquence de l'arrivée justement avec Marchionnet, le malheureux Marchionnet qui n'est plus là aujourd'hui, qui a voulu mettre Mattia Binotto à ce poste-là. Avec un lobbying de Sébastien Vettel à l'époque. Oui, avec un lobbying aussi, faut bien sûr le préciser. Mais on avait voulu garder les dernières volontés de Marchionnet, de mettre Binotto à ce poste-là, qui vraisemblablement est tout seul, a besoin de soutien pour pouvoir gérer une écurie dont principalement ce n'était pas à lui de le faire.
Bon les gars, je suis obligé de vous relancer et je vais même prendre carrément les avis inverses de vous tous. Quand je dis est-ce qu'il faut virer Mattia Binotto, c'est vrai que c'est un petit peu fort, mais c'est pas nécessairement le virer complètement de chez Ferrari. Vous l'avez dit, c'est un très bon ingénieur et sans doute un très bon aérodynamicien. Qui tu mets? Mais le problème, c'est que quand tu diriges aujourd'hui la Scuderia Ferrari, il faut peser sur les instances, peser dans le lobbying face aux écuries, et on a l'impression que c'est pas du tout ce qu'il sait faire ou ce qu'il a réussi à faire jusqu'à présent. Et il faut avoir une gestion de main de fer, et que là, tout part à volo, et que dans 2 ans, on a une révolution Formule 1. C'est très important parce que Toto Wolff, qui se permet de fusiller concrètement le directeur technique de Ferrari, Binotto ou pas, ça reste le directeur technique de Ferrari. C'est quelque chose d'inédit. Puis jamais 15 ans avant ça serait produit, ça. Évidemment. Jamais. Évidemment. Donc, évidemment que la personnalité de Binotto, elle peut cristalliser les tensions, les critiques de la part des tifosi, de la part des concurrents, de la part de... Il n'y a pas de problème. Et Binotto, il n'a peut-être pas le caractère pour être à sa place. À ce poste-là, maintenant, tomber sur Binotto, c'est oublier la politique globale de Ferrari. Ferrari... Pays, donc en Italie, pays latin, forcément, tu as la pression des tifosi, forcément, tu as une volonté et cette même obligation de résultat immédiatement. Chaque année, tu dois performer, tu dois avoir des résultats, tu dois gagner des championnats du monde. Ben forcément, ça t'emmène sur une volonté de faire du court terme. Voilà, quand Mercedes vise les V6 hybrides, ben Mercedes, ils ont mis des années avant de se dire, ok, il y a une construction sur des années et des années. Mais Ferrari ne peut pas arriver et se dire bon, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, sauf que la F1 évolue. On triche. On se met à tricher comme ça, quand on se met simple. On se retrouve en milieu de grille. Le Binotto, il cristallise tout parce que c'est l'exemple le plus marquant qu'on a depuis des années en Formule 1. Tu as quand même la plus grosse maison du village, à savoir Ferrari en Formule 1, qui est quand même la plus grande écurie en termes d'histoire, en termes de palmarès, tout ça, de budget. Tu as la plus grosse maison du village qui est en flammes. Et t'as le propriétaire de la maison qui regarde et qui fait on va peut-être aller chercher de l'eau là, non? Enfin, vraiment, Non, ça va, les flammes sont pas trop grosses. Oh, bah, c'est à peu près ça, et en fait, évidemment, mais je pense que ça agace même tous les autres team managers, en fait, même Toto Wolff, il doit se dire mais c'est quoi ce mec qui gère Ferrari? On parle de Ferrari, on parle pas de Racing Point, on parle pas de Haas, on parle même de Williams, qui est plus légendaire que ces autres écuries-là. On parle de Ferrari. Et on a un mec qui, quand c'est catastrophique, on s'attend quand même à ce qu'il arrive et qui sulfate tout. Ce que faisait Niki Lauda, ce que fait Helmut Marko. On a un mec qui arrive, c'est pas les team managers, mais c'est les mecs qui étaient là pour justement pousser la parole. S'il n'en est pas capable. Ah mais je suis d'accord. Mais le problème c'est, mais s'il n'en est pas capable, mets-le pas là. Ah mais on est là. Voilà. On sait même pas. Il y a une réelle question, c'est que chez Ferrari, quand on te propose le rôle de team principal, est-ce que tu peux refuser? Mais bah voilà. Non mais Hamza, attends, on te le propose. On te demande au Real Madrid. Considération pour lui. Mais non. Bon, mais je vais être une chèvre. Binotto, il est entré en tant que stagiaire. Ferrari, c'est sa vie. Tu peux pas. Pour moi, c'est pas possible. Logiquement, c'est impossible et je peux le comprendre. À un moment, tu as peut-être des œillères, tu te dis, ok, bon, je suis peut-être pas fait pour ça, mais bon, c'est le poste de directeur de Ferrari. C'est le poste le plus prestigieux au monde. Est-ce que la problématique, c'est qu'il n'incarne pas aussi également, vous l'avez évoqué, cette tricherie du moteur? Alors, tricherie, c'est un mot à nous parce que ça n'a pas été prouvé en effet vis-à-vis de la FIA. Enfin, c'est une histoire par la sombre, FIA. Ça reste une histoire sombre, on le comprend avec la perte de ces 62 chevaux qui ne sont pas volatilisés comme ça, en un hiver. Mais ce que je veux dire par là, est-ce que même pour le groupe Ferrari, on sait, l'engagement de Ferrari en Formule 1, il est très très important d'un point de vue commercial aussi. Ils vendent des voitures, ces gens-là derrière. Est-ce que rien que pour ça, Binotto ne devrait pas partir illico presto, quoi? D'accord. De ce point de vue-là, tu mets qui mets-tu à la place? Il y a Vasseur chez Alpha, il doit y avoir, j'imagine, des grands cadres aussi au sein du groupe Ferrari. De ce point de vue-là, je suis d'accord. Parce que réellement, il y a une question financière. Une question de faire survivre Ferrari, entre guillemets, dans cette situation qu'on connaît tous avec le Covid-19. Mais après, c'est juste un pansement. Qu'est-ce qu'on va faire après? Non mais il faut le bon casting. Bah, tu te rends compte du marasme dans lequel est tombé Ferrari, c'est-à-dire qu'il faut vraiment restructurer de A à Z. Il y a l'organisation qui a un problème qui est global. Binotto est une victime aujourd'hui. Il est une victime de tout un système de je suis d'accord avec ça, mais je voulais revenir sur un truc qu'on a vu à Barcelone qui nous a tous frappés. C'est une victime consentante, excuse-moi. Mais bon. Consentante, on sait pas si quand on est venu le pour dire tu vas être team principal, t'es obligé d'accepter. Moi je pars du principe que t'es obligé d'accepter pour ça. Concrètement,
Demain, je te propose le JT de TF1, le 20h. Oui, mais ça, c'est facile. J'y vais. Pour moi, c'est facile. Tu proposes la direction de Ferrari. Et pour Binotto, même à 1 million, je te dis, bah non, excuse-moi, je vais passer pour un. Non, mais Anne-Sophie Lapix, c'est pour vous. Évidemment. Non, Jacques Legros, si j'écoute. Juillet août, t'es mort. Je le sais. Hein. Non, Les amis, oui. Oui, je voulais juste vous dire sur un truc qu'on a vu à Barcelone justement et qui nous avait un peu choqué. Je sais pas si t'étais avec nous à ce moment-là, mais on était avec Pierrot, ça nous a choqué. Les seuls qui sont 15 alignés derrière le camion à fumer des clopes, donc ça roule, c'est eux. Non mais sans déconner. Parce qu'ils sont sponsorisés par Marlboro aussi. Non mais les clopes sont gratuites. Non mais ce que je veux te dire, c'est que derrière, entre chez Racing Point et Mercedes, ils font les allers-retours entre les deux stands, ils préparent leurs petits trucs, machin, ça parle bagnole, tu vois, machin, et ils sont là à cloper tout le temps, comme ça, machin. Tu les vois toujours en train de glander. Tu vas toujours en train de glander, sans déconner. Non mais, non mais c'est vrai. L'esprit latin. C'est juste, vraiment l'esprit latin. Ça sert à ça, c'est pas non, arrêtez. Regarde, je l'ai mis dans une merde. Je vais vous relancer, on va repartir sur un autre axe, les amis, vous allez peut-être mieux comprendre, parce que tu l'as dit, je l'ai entendu en tout cas ici, il y a énormément de changements à faire du côté de la Ferrari, et il y a un constat qu'a dressé Hamza, vous allez voir, on va le retrouver dans ce qu'a notamment dans ce qu'a dit Luca Di Montezemolo, l'ancien bras droit bien sûr d'Enzo Ferrari, l'homme qui a fait venir également Jean Todt. Cette saison est perdue, mais les prochaines présentent un risque, je suis très inquiet de ce qui se passera après, car nous jouons aussi pour 2021 et 2022, et le problème d'aujourd'hui vient de l'organisation où il n'y a qu'une seule personne, une jeune personne qui a beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Le management de Ferrari doit prendre des décisions courageuses. Si la voiture n'a pas assez progressé, ce sera pire l'an prochain. Autre réaction très intéressante qui va rejoindre ce que disait Hamza, James Allison, bien sûr, aujourd'hui chez Mercedes, mais qui a fait 2 passages chez Ferrari, l'un lors des années 2000 et l'autre lors des années 2010. La pression nationale fait que le leadership doit être encore plus fort que dans d'autres teams. Cela pousse à prendre des décisions à court terme, ça c'est ce que nous disait Hamza tout à l'heure, et peut faire s'égarer l'équipe plutôt que de construire des forces fondamentales qui pourraient aider d'année en année. Petit tableau, parce qu'on l'a dit, il y a une nouvelle ère qui se présente pour Ferrari, mais aussi pour la Formule 1. On l'a compris, le développement déjà du châssis est limité avec l'introduction du système de jetons depuis mercredi dernier. On ne pourra pas beaucoup toucher à ce châssis en vue de l'année prochaine. Les moteurs sont gelés jusqu'en 2021. Seuls quelques ajustements possibles pour travailler sur la fiabilité. Et cette nouvelle ère qui arrive en 2022 avec des budgets capé dès la saison prochaine, et ça ne va absolument pas aider la Scuderia Ferrari. Alors les amis, si on vire pas Binotto maintenant, on le fait quand ? Ah bah attends, mais le truc c'est que c'est même pas un problème de le virer, c'est un problème que tu peux le garder Binotto. Non mais si on change pas de tête à la tête de Ferrari, on le fait quand ? Avec tout ce qu'on vient d'expliquer. Tout un système, c'est une organisation qui a réorganisé en fait. C'est plus facile, évidemment, c'est plus facile de couper une tête. Non mais en l'occurrence, Binotto. Ce que je veux dire par là, Hamza, c'est que tu as 2 ans d'une nouvelle ère en Formule 1. C'est trop tard. C'est trop tard. Oui, mais tu le fais au moment où tu veux restructurer. Tu le fais au moment où tu veux restructurer. Mais est-ce qu'ils ont même conscience du fait qu'ils doivent se restructurer ? J'en suis même pas sûr. Aujourd'hui, Ferrari paye ses erreurs du passé depuis 10 ans, depuis 15 ans, et ça continue. Ça veut dire que les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas seulement sur la saison 2020. C'est aussi évidemment sur la saison 2021. Depuis le départ sur l'ère Di Montezemolo en fait. J'ai une question. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Arriva Bene a été viré ? Tout simplement parce qu'il y avait des tensions entre les deux. Et avec Vettel aussi, non ? Je pense oui avec Vettel aussi. C'est vrai que ça va mieux finir là. Hein. Ouais. Oui, ça a l'air d'être mieux parti. Donc si je vous écoute, non seulement cette saison elle est foutue, la saison prochaine elle est foutue, et vous êtes même inquiet pour 2022. En fait, Ferrari a toujours raté les entrées dans les nouvelles ères. En 2009, changement aérodynamique, 4e au constructeur, et 2014, moteur hybride, 4e au constructeur. Donc quoi qu'il arrive, je pense qu'on va faire 5e au constructeur en 2022. Alors que tu as un Mercedes qui se pointe en 2010 sans aucune prétention, avec simplement un line-up qui fait rêver l'Allemagne avec Michael Schumacher et Nico Rosberg, et qui prend 4 ans pour préparer sa voiture. Et qui démonte tout, et c'est assez emmerdant comme ça pour qu'on le dise, qui démonte tout quand même depuis 6 ans. Donc effectivement, tu peux pas au milieu de 2020 te dire bon il faut qu'on restructure tout parce que 2022 arrive. 2022 est déjà là, c'est censé être 2021 déjà. Donc c'est cramé. Enfin après c'est cramé. Ils peuvent bien sortir une voiture excellente, mais ce que je veux dire c'est pour la restructuration humaine de l'organisation technique. Il va falloir le faire ça. Mais il va falloir le faire parce qu'ils vont perdre aussi leur aura, pas que sur la Formule 1, mais sur tout le reste aussi. Oui, parce que Ferrari c'est la F1 c'est Ferrari. Aujourd'hui, quand je reviens sur ce que je disais sur le tir de Toto Wolff, c'est quelque chose qui, moi, me semblait impensable quand j'étais enfant, de voir un team principal, touche pas à Ferrari, notre équipe, s'attaquer publiquement au team principal de Ferrari. Moi, ça me semble impensable. Aujourd'hui, Ferrari ne fait plus peur.
Ah oui, Concrètement. Ferrari fait Concrètement. absolument plus peur. Donc c'est très facile de les attaquer. Notamment, je reviens juste sur Luca Di Montezemolo qui disait un jeune team principal. Mattia Binotto, il a 50 ans. Toto Wolff, il a 48 ans. Ça montre que quand on est jeune, on peut réussir. Après, sur l'avenir, pour revenir sur l'avenir, 2020, 2021, 2022, ce qu'on a vu là sur ce Grand Prix de Hongrie, j'ai l'impression que c'est le symbole en fait de ce qu'est Ferrari aujourd'hui. Mais pas ce qu'on a vu sur la Hongrie, depuis des années. Oui, mais en l'occurrence, là, on parle du Grand Prix de Hongrie, donc c'est pour ça pourquoi je rebondis dessus. Tu as des qualifications laborieuses avec 2 très bons pilotes qui vont quand même aller te chercher quelque chose. Sûr. Stratégie désastreuse avec Charles Leclerc. Et Vettel, c'est derrière Vettel qui voulait pas. Pour le coup, c'est la pluie. Non, mais excuse-moi, mais alors, Non, mais attends, c'est quoi cette excuse à la mort? Alors, je vais te dire, c'est simple. Premier tour, Daniel Kvyat met des softs. Deuxième tour, Charles Leclerc. Troisième tour, Latifi qui repasse au centre un tour plus tard pour mettre des médiums. Gasly, troisième tour. Russell, Giovinazzi, quatrième tour. T'as donc 7 pilotes. 6 pilotes et demi, parce que Latifi c'est un demi-tour, qui ont mis des softs. Tous les autres se sont mis en médium. Et bizarrement, tous les pilotes qui ont mis des médiums, ils ont fini devant Charles Leclerc. Oui, mais attends. Donc c'est un ensemble. Après, évidemment, Sébastien Vettel, j'ai envie de te dire, il y a un peu de malchance parce qu'au niveau du timing, ça va pas. L'ensemble de la course, et finalement, je te retrouve à un tour de Mercedes. C'est terrible, mais ce Grand Prix et cette saison va être, je pense, compliqué pour Ferrari, même si tu auras des progrès minimes certainement, et je l'espère pour Ferrari. Mercedes est intouchable, Racing Point aujourd'hui me semble intouchable, Red Bull me semble intouchable, tu vas te battre avec peut-être McLaren pour la 4e place. Non, puis de toute façon, en fait, ils n'ont pas de vitesse de pointe. Les moteurs sont gelés et tu peux pas faire marcher une voiture aérodynamiquement si la voiture n'a pas de pointe. À partir de là, T'es bloqué. enfin, C'est vrai que oui, le gel des châssis, ça c'est terrible. 2020, 2021, c'est compliqué. Il arrive forcément au pire moment. Je pense que plus que les hommes, c'est un problème de culture qui doit changer chez Ferrari parce que le truc, c'est que chez Ferrari, on a toujours vu sur le court terme par la pression de la presse et du peuple italien qui est pro Ferrari. Le long terme, ça n'existe pas chez Ferrari. Mais c'est peut-être l'occasion idéale. C'est l'occasion idéale, mais Ça existait sous Jean Todt quand même. Hein. ça existait sous Jean Jean Todt. Todt arrive oui, en alors 93. attends. Non, mais attends, il oui, arrive en 93, Jean Todt. mais- Et il commence à gagner en 2000. Qu'on se rappelle de Bah, 2005, et de la suffisance de Ferrari, parce qu'aujourd'hui, Ferrari a aussi un problème de suffisance. On est Ferrari, on est les meilleurs. Oui, voilà. Et en 2005, ça avait coûté cher à Ferrari, parce qu'ils étaient arrivés avec une F2004 améliorée. Hein, ça avait passé des bonnes Après, vacances. ils arrêtaient pas de le faire au cours des années 2000. On prenait la 2001 pour faire le début de saison 2002 et ainsi de suite. Et à un moment donné, en fait, quand c'est une course technologique, tu le payes. Ouais. Et là, ils l'ont payé en 2005, en 2006, même si en 2006, ça s'est joué à peu de choses. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, la course technologique, elle est exponentielle, elle est beaucoup plus forte, et tu peux pas te permettre de ne pas travailler chaque jour pour améliorer ta voiture. Ce qu'ils ont fait pendant le confinement, alors évidemment, encore une fois, je le répète, ils ont été plus touchés que d'autres pays, mais c'est impardonnable d'arriver en Autriche sans évolution. C'est les seuls. Comment tu peux, pendant 4 mois, ne pas travailler ? Ils pouvaient pas après. Mais autant que les Anglais. Ils ont été peut-être confinés plus tôt. les Italiens étaient plus. Non mais plus tôt, je suis d'accord. Oui. Mais derrière, tu vas pas me dire quand même. Ils ont quand même tous bossé. AlphaTauri, t'arrives avec des trucs. Elle est où leur écurie à Faenza, AlphaTauri? En plus, c'était l'épicentre italien. Enfin, Oui. c'est à côté de Milan. Donc, on veut dire, faut pas faire genre non plus. Ils auraient pu faire quelque chose. Tu serais bon dans le 20h, toi. Hein. Finalement, je laisse pas place, tu vois. Enfin, il y a une suffisance globale de Ferrari, de s'appeler Ferrari. On l'a vu en Russie l'année dernière. On est 1 et 2. C'est la première fois de la saison qu'on est 1 et 2. On commence à dire qu'est-ce qu'on fait? On met qui devant? Machin. Ça va. Au bout d'un moment, il faut qu'ils rappellent que. Et quand tu ne respectes pas la F1, la Mais F1 oui. te le rend bien. Ah, voilà, exactement. On aurait eu en tout cas vos avis sur Ferrari. Rien à rajouter, messieurs, sur ce débat Binotto. J'ai bien compris que vous vouliez pas qu'il soit licencié, ce changera rien. Oui, c'est pas Binotto le problème. Bien sûr, j'ai bien compris, mais que c'est un souci Et d'organisation. paradoxalement, Si tu changes d'organisation, tu es obligé de changer le une plus tête. fou dans cette histoire, Ouais, tu peux le remettre en c'est junior. qu'avec le développement et cette histoire de triche Mhm. de Non, Ferrari, de triche. en énorme triche. Mercedes, c'est à forcer, j'allais dire quelque chose de pas très joli, mais à forcer du coup pour développer encore plus son moteur. Et finalement, aujourd'hui, Mercedes, avec son équipe B, sont en train de mettre à l'amende tout le monde. Ils auraient même carrément pu faire une
Ferrari au début des années 2000 en mettant la W10 justement de Racing Point au volant Pour des tout Lewis faire sur Hamilton. 2021, ça aurait été beau. Ça aurait donné un championnat un peu plus intéressant, Je tiens. pense. Et, On sera un peu et plus encore. régalés. N'oubliez pas bien sûr de commenter cette vidéo les amis, de réagir à ce débat. Vous êtes d'accord avec les uns, avec les autres, vous avez votre propre avis. Vous tweetez, vous envoyez un petit message sur Instagram, vous commentez cette vidéo, vous mettez un pouce bien sûr si vous avez passé un bon moment. Et si vous n'avez pas passé un bon moment jusqu'à présent, on va en passer un tout de suite parce que tout de suite on joue. Mince, on n'a pas les buzzers. C'est pas grave, on va le faire à l'ancienne. On va le faire à l'ancienne, les amis. Voilà, exactement. Et à l'oreille, Papy va essayer de trouver un petit peu tout ça. On va jouer tout de suite avec une première question qui va s'afficher. Ah, les buzzers arrivent, je crois. Et tu sais quoi ? On va prendre le temps. On va prendre le temps tranquillement. Magnifique. Monsieur Tom Tierlarvino, qui avait son avis lui aussi sur cette affaire Ferrari. Merci. Et qui vient nous livrer ses buzzers de la magnifique manière. Putain, faut les allumer. Merci beaucoup, mon Tom. Magnifique. Voilà, on parlait de Mattia Binotto Comment qui a tu l'as commencé en stage chez Ferrari. Notre ami aussi a commencé en stage à la First Team. Ah, c'est bon. Et il la dirigera un jour, on lui souhaite. Les amis, on va jouer tout de suite avec cette télécommande. Appuyez pour voir si ça marche. Super. Pas du tout, impeccable, pas du magnifique. tout. Mais si ça marche, C'est une parfait. SF1000. On dirait que ça marche. Plus de bruit. Si, ouais, ils font plus de bruit. On a coupé tout ça. Attends, mais C'est bon ? tu l'as, toi? On peut y aller ? Attends. Voilà, exactement. C'était le temps que ça charge et normalement ça Voilà. revient. Allez, à moi. Super, bon, on essaye ici. Ah, Les capteurs, voilà. à la différence sur la voiture de Valtteri Bottas, marchent très bien chez les pistonnés. Première question, elle apparaît juste ici. Restez concentrés avec ce week-end qui est encore consacré le vainqueur du Grand Prix a été consacré en partant de la pole. Depuis combien de week-ends cette statistique se vérifie ? On y va, c'est pour toi. Totalement au pif. 5. Non, c'est pas 5. 3. 3. Non, c'est pas 3. Mais t'étais chaud avec 5. Vas-y, tu fais. 7. Non. Ah bah je sais. Six. Allez, c'était sûr. Allez, je le donne, il est cadeau. Depuis le Mexique, les amis, celui qui fait la pole gagne la course derrière. Ah. Ça prouve que la F1 est passionnante en ce moment. Ouais. On va partir sur un nouveau jeu et celui-ci m'a beaucoup plu. Je rigolais tout seul en le faisant au bureau cet Team après-midi. Les rébus. Oh, non. Oh là là. À chaque fois, on cherche un pilote. On a 4 ans et demi ou quoi? Ouais, grave. On cherche un pilote tout de suite. Quoi? Ah non, Ricardo, j'allais dire, mais. Ah si, Ricardo. Quoi? Ricardo. Ah, c'est. Ah, t'es pas loin. Ah oui, Ricardo Rosset. Ricardo Rosset, exactement. Non, mais attends, c'est une blague, je le donne. Non, t'as dit Racé, je crois, non? Non, là, je fais le bruit du gros. Ah, Mais c'est une excuse-moi, plaisanterie. excuse-moi. Je te donne un point à tous Ah non, les est-ce deux. que là. t'as dit Rosset ou pas? Non, attends, j'ai fait le bruit du gros. C'est pareil. Donne-moi ça. non, C'est non, tu connais donnez-moi pas le le point. pilote, c'est Qatar. Ah, non. C'est Qatar, Hamza, je suis pas fier de toi. Même moi, je le déteste, je lui donne le Je suis point. pas fier. Non. Allez, Ah, tu c'est sais une quoi honte. Eh ben, si Brice l'a dit, je le donne. Voilà. Allez, C'est une justice ici. C'est n'importe quoi. c'est moi qui paye le plus cher, c'est pour ça. C'est n'importe fier, quoi. en fait, c'est Vous ça. avez aimé le rébus, ça tombe bien. Il y en a un deuxième. Nelson Piquet. Oui. Avec Xavier Niel. Oh, le C'était un peu pif. plus compliqué. Ouais, le pif a Ah oui, été j'étais sur refait. Frisson Piquet. Et- c'est et Voldemort. C'est ça, c'est un peu Voldemort en effet. Sais-tu, ouais, c'est pas terrible. Oh là là. Allez, un dernier rébut. Celui-ci, ça va aller très très vite. Regardez. Quoi? Je sais que vous l'avez déjà chez vous. Putain, j'ai pas. Ne te concentre pas sur la balle. On est au golf, mais ne te concentre pas sur la balle. Timo Glock? Ah oui, oh oui, je la veux. Allez, ça me régale, c'était parfait. Le qui a dit ça désormais avec 2 citations. J'ai même pas compté les points tellement je passer un bon 2-1. moment avec vous. Moi, c'est 2-1-1, Non, c'est ça 2-1. 2-1. Non, j'ai 2-2. 2-2-1. Bon, ok. Non, il a d'accord. 0, il a 0. Ah si, la première, elle l'a eu. Non, c'est Non, lui qui a dit 6. mais Ah tu oui, l'as oh, donné. pardon, Le Ricardo excuse-moi, Rosset, il m'a été pris. excuse-moi. Oui, bah ça va, toi. Hein. 2-2-0. Est-ce qu'il va tomber de son piédestal, notre ami Alex, qui, je vous rappelle, est invaincu depuis le début de cette saison? Première citation, qui a dit ça? Vous voulez mon avis sur Racing Point? Quand vous copiez, vous ne pouvez pas être devant. Ils ne seront jamais champions du monde comme ça. Oh, ça sent le seum à Bitbull, ça. C'est pas le seum à Bitbull. 9. C'est pas Villeneuve, mais c'est pareil. On est un peu dans la même lignée des mecs qui ont des choses à dire, qui les disent, qui n'hésitent pas. Nico Rosberg. Non, pas je rigole, Nico c'est une blague, c'est une blague. Je rigole. Moins un point. Helmut. C'est pas le mood non plus. Non. Qui ça peut Mais être tu brûles. Ah bah. Horner. C'est pas Horner. Dimonte Zem, là. C'est pas Dimonte alors. Quand tu veux, Alex. Hein. Non, moi je suis Sergio Ramos, battez-vous et puis j'arrive après. Il attend qu'on donne le nom, le prénom. Joss. C'est quelqu'un de chez. Non, c'est pas Joss. Joss Verstappen, c'est pas lui. C'est quelqu'un de chez qui?
Bon, allez, je retire le point, c'était Max Verstappen. Mais il était pas vraiment. Et il a- Deuxième il a citation. autant le seum que ça, Max Verstappen. Et apparemment. apparemment. ouais. Mais c'est pas lui qui disait à George Russell de se taire parce qu'il Ouais, ouais. parlait Si, de- si, si. D'accord. Je crois que d'ailleurs, c'est à peu Max près dans la Verstappen, même hein. interview. En tout cas, c'était après les Oui, il est en train de prendre un de ses passé. boulards. Il avait déjà un bon, mais. Ouais. Ouais. La bise, Max. Moi, je ne saurais pas. Une deuxième citation, les amis. Hop. Ah, J'ai toujours été fasciné par Michael dans sa voiture rouge, cette fameuse femme rousse qui m'a attiré depuis tout petit pour les bonnes raisons. C'est Vettel, ça. Bien sûr que c'est Sébastien Oh, Vettel, ça aurait pu bravo, être Mattia Binotto. Attends, qui compare une bagnole à sa femme Attends, c'est lui, hein. Bravo. C'est du coup Brice qui repasse devant 3-2-0. Bon, bah moi. Attention, est-ce qu'il va nous faire le coup du Super Banco? Non, ça va, toi. Bah, c'est pour tout de suite le Super Banco. Avec cette énumération, vous savez que le Grand Prix de Hongrie, les amis, a toujours à 85% consacré un champion du monde. Ouais. Qui sont les 11 champions du monde à avoir 85%. gagné en Hongrie? Et on va commencer, tiens, eh bien, par le leader de cette course, Monsieur Brice Germain, qui va tout de suite prendre les devants et partir en pole position. Oh, je vais prendre un très gros risque en disant Lewis Hamilton. Oh, attendez, il faut que je regarde ma feuille, je suis pas sûr. Non, oui, c'est bon pour Lewis Hamilton. Fernando. Ah, non, Généralement, on reste sur la même table, et vu qu'il a croyais que les c'était comme ça. deuxièmes à avoir le plus à marquer de points. Fernando Alonso. Oh, Ah oui il est taquin. Fernando Alonso, c'est il a bien pris sûr, oui. Ricardo Rosset. C'était l'endroit de sa première victoire, notamment. Notre ami Choumi. Notre ami Michael Schumacher, forcément 4 victoires. C'est le deuxième le plus grand vainqueur du côté de la Hongrie. Il y en avait 11. Il y en a 3 qui sont sortis. Si mes calculs sont bons, il vous en reste 8 à trouver. Ouais, mais bon, bah, Jenson Button. Jenson Button, en effet, sa première victoire en 2006. Sébastien Vettel. Sébastien Vettel également, bien sûr, avec cette victoire en 2015. Je dirais. Ah ouais, j'ai bien envie de dire Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, bien Voilà. évidemment. Ça, T'as un c'est une truc très avec très les bonne Villeneuve, toi. réponse. C'est pas Gilles. Ils sont chambrins, ne te laisse pas décourager. 35 GP, c'est-à-dire que ça commence en 95 Non, C'est Brice. en 85. Qui reprend la main. Prost. Et non. Prost était l'un des seuls récents champions du monde, enfin en tout cas des 20-30 dernières années à ne pas avoir gagné. Prost n'y est pas. Nigel Mansell. Nigel Mansell, il y est. Non. Attends, 1, 2, 3, It 4, was that 5, moment, 6, Jackson 7, knew. 8, 9, 10, 11. Il me semble qu'il y est en fait. Oui, il y est, je crois que c'était en De mémoire. 92 qu'il avait gagné Nigel Mansell. Je réfléchis et je reviens vers toi quand même parce il va me falloir un nom. Je vais regarder ça tout de suite. Hein. Voilà. Et moi, je peux en dire un si tu veux. Ah bah oui, vas-y, Oui, vas-y, oui, je vas-y. peux Sinon, dire, ça va faire une émission un peu chiante après. Hein. Le Finlandais Mika Hakkinen. Le Finlandais Mika Hakkinen, c'est bon. Hamza, sous réserve, bien sûr, de savoir, puisque tu es under investigation. On est comme ça. C'est comme ça ici. Voilà. Il est déjà en orange. Rappelle-toi que si. T'es déjà avec un drapeau noir. Rappelle-toi que si tu rates, je gagne. Je fais le Super Banco. Oh, t'en fais pas pour ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas notre ami. Allez, Ayrton Senna. Bien sûr qu'il y est. Oui. Donc, je dis Prost, j'ai pas de chance. Ah oui, t'as pas de chance, vraiment. Un petit champion du monde qu'on n'a pas dit. Le Grand Prix est arrivé en 85. Ça nous dit pas. Piquet. Nelson Piquet, en effet. Ouais. C'est bon pour Nelson Piquet. Il a raté pas sa le carrière en fils, hein. 92. il me C'est semble. bon pour Nelson Piquet et c'est bon pour Nigel Mansell. Ouf. Ah. Ok. Oh là là. Donc ça veut dire qu'il en a. Et- Attends, il en manque combien? Il en manque. Ouh là là. Alors attendez les gars, il en manque 2. Je suis pas garant de ce que je t'ai dit. Hein. Il en Non, non, manque mais je vais pas deux. le sortir. Il y en a 2 que vous m'avez pas sorti. J'ai pas envie de gagner grâce à lui en fait. Il y en a 2 que vous m'avez pas sorti. Alors. Alors aussi, j'en ai un. Je pense que oui, je pense qu'il a gagné. Attention, le compteur tourne, Hamza. Après, moi, j'ai un dîner ce soir. Hein. L'émission est sortie à midi, hein, je te rappelle. Hein. Oui, oui, mais justement. Je te parle. Justement. Qui on a pu oublier? Vous m'avez cité, je vais vous les refaire très rapidement. Vas-y. Vous m'avez cité Hamilton, vous m'avez cité. Damon Hill. Il est là. Pardon. Il est là. Allez. Est-ce que tu as une réponse? Moi, j'allais dire Nico Rosberg. Non, c'est Eh faux. Est-ce que tu avais le dernier? Juste par Non, curiosité. j'ai pas. Attends. Le dernier, c'était Monsieur Kimi Raikkonen. Ah oui. Quoi? Tu sais qu'il est. Mais j'ai En pas. 2003, non? Exactement. Félicitations, mon cher Hamza. Ouais. Bah, la coupe, elle est là-bas. Ah, Tiens, bah je vais oui. laisser Alex te la Allez. faire passer très tranquillement. Un vainqueur qui donne sa coupe à un autre vainqueur. Voilà la belle image sur laquelle on Ça. voulait se quitter, chers Merci amis. beaucoup. Voilà, on fait assez vite, les Merci. amis, parce qu'on a le pronostic aussi également Ah à oui. vous laisser. Vous vous rappelez que le Grand Prix de Silverstone, ce n'est pas dès ce week-end, mais le week-end d'après. Elle est Et belle, vous hein. vous rappelez aussi également que notre ami Pierrot Despiello nous avait dit, quoi qu'il arrive, je prends le bonus. Quoi qu'il arrive, je vote Lewis Hamilton. Je veux également vos votes à vous. On rappelle d'égalité. les résultats. Hamza, égalité bien sûr avec Brice. T'avais pas dit Mais ça attention, Hamza et Brice, il leur reste encore 3 bonus à prendre sur d'ici la fin de saison, alors que notre ami Pierrot et notre ami Alex il ne leur reste plus que 2 bonus. Alors c'est très simple.
Qui est le vainqueur du prochain Grand Prix de Grande-Bretagne qui aura lieu donc à Silverstone à la début août, le 2 août? Et surtout le bonus, je vous propose aujourd'hui 2 pilotes anglais dans le top 6. Oh, Dans le top 6. Oui, ça veut dire que c'est que Lando Norris, on est d'accord? Alors Lewis Hamilton t'as Russell. et pas Ah oui, de Norris. bonus. Attention Hamza, t'as vu, hein, il y en a encore 3 à prendre d'ici la fin de saison et ça va se corser. T'inquiète pas, pas de Pas de bonus. souci. Pas de bonus et Lewis Hamilton vainqueur. Bottas, vainqueur, parce qu'un choke de Lewis Hamilton en Grande-Bretagne, ça peut arriver. Hein, Non. Et je pense que je vais pas prendre de bonus. Tu prends pas le bonus. Lewis Hamilton. Grosse prise de risque. Et allez, on va tabler sur Norris 6ème. Ouais, allez, ouais. Super, ça peut être George Russell aussi, hein, je le rappelle bien Non, évidemment. Norris. On va dire Norris. Alex Albon a la double nationalité aussi. Ah ouais, commence pas. Voilà les amis, c'est la fin bien sûr de cette émission des pistonnés. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Si vous travaillez encore, bon courage. Nous on sera de retour peut-être la semaine prochaine si Sébastien Vettel venait à signer bien sûr chez Aston Martin, je ne sais pas. En tout cas, au plus tard, dans 15 jours. Merci à tous d'avoir été avec nous. Le petit clic, les petits encouragements à chaque fois. Et oh, j'ai oublié de vous dire, il y a 2 vainqueurs parce qu'on faisait gagner bien sûr des jeux F1 2020 et notre ami Romain Bican qui était de retour avec nous pour vous faire vivre sur les réseaux sociaux ce très très beau Grand Prix, eh bien vient de me donner 2 vainqueurs. Florian underscore MRT, bien sûr. On dirait un vieux qui écrit une adresse mail, c'est catastrophique. Et Regan Tario. Voilà, vous êtes les 2 vainqueurs de ces jeux F1 2020. Dans 15 jours, promis, on vous en fait gagner un 3e. Et oui, on a le bras long chez les pistonnés. Merci. Salut, bonne soirée. Ciao. Ciao.